Merci beaucoup. Le deuxième sujet qu'on a choisi, avant de parler de la chirurgie, c'est le sujet fonctionnel, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est en incidence croissante. Et donc Véronique Fay va nous faire le point sur sclérose en plaques et vessie, un enjeu majeur pour la qualité de vie, ce qui vous permet de nous introduire les prochaines communications qui auront plus trait à la chirurgie elle-même. Véronique Fay est ancien chef de clinique à la Pitié, en mobilité universitaire actuellement à Londres, au Queen Square. Donc elle nous vient directement de Londres, où elle repart ce soir ou demain matin. Et elle est destinée à être praticien hospitalier universitaire dès 2016. Voilà, Véronique. Merci, monsieur. Xavier Gamet sera votre commentateur. Oui. Donc, monsieur le Président, chers maîtres et chers collègues, donc, les troubles vésico-sphinctériens dans la sclérose en plaques, ils sont quasiment systématiques dans la maladie neurologique. Ils sont de survenue précoce, ils sont présents chez 10% des patients au début de la maladie neurologique, et puis chez plus de 80% des patients au cours de l'évolution de la sclérose en plaques. Donc le premier message aujourd'hui de cette communication est de vous dire que les problèmes urologiques spécifiques de la sclérose en plaques sont fréquents. Alors comment est-ce qu'ils peuvent se manifester ? Certains patients auront des troubles de la phase de remplissage vésical qui vont se manifester par des problèmes de pollakiurie, d'urgenturie, d'incontinence par urgenturie. D'autres vont avoir des troubles de la phase de vidange qui vont se manifester par une rétention urinaire chronique. Et d'autres vont avoir les deux types de troubles associés. Il n'y a pas de symptomatologie clinique spécifique, ni de l'âge des patients, ni de la durée d'évolution ou encore du type de sclérose en plaques. On a rapporté que les prévalences des symptômes étaient corrélées à l'importance du syndrome cérébelleux ou du syndrome pyramidal, et chez un même patient, des troubles urinaires peuvent se manifester de manière différente au cours de la maladie neurologique. Donc le deuxième message aujourd'hui, c'est de vous dire que la sclérose en plaques a certes un polymorphisme neurologique, mais également un polymorphisme urologique clinique. Alors lorsqu'on pousse les investigations et qu'on veut comprendre le fonctionnement vésico-sphinctérien chez les patients ayant une CEP et qu'on réalise un bilan urodynamique, eh bien on va constater que certains auront une hyperactivité de vessie, d'autres au contraire auront une hypoactivité du vessie, d'autres auront des problèmes de compliance du réservoir et d'autres une dysynergie vésico-sphinctérienne. Ces troubles peuvent s'associer entre eux, encore une fois, il n'y a pas de corrélation clinique et urodynamique, c'est-à-dire qu'un patient sclérose en plaques qui va avoir une hyperactivité de vessie clinique, avoir une urgenturie, une pollakiurie, ne va pas forcément avoir une hyperactivité du détrusor qui va être retrouvée à l'examen urodynamique. De plus, ces troubles vont pouvoir évoluer au cours du temps chez un même patient. Donc le message supplémentaire, c'est qu'il y a également un polymorphisme urologique urodynamique. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de prendre en charge les complications, les troubles vésico-sphinctériens chez les patients ayant une sclérose en plaques? Tout d'abord parce qu'il existe des complications uronéphrologiques à type d'infections urinaires, hautes ou basses, et ça peut aller jusqu'au cancer de vessie. Vous les avez listés ici. On a rapporté 3 facteurs de risque de complications essentiels. D'une part, la durée d'évolution de la maladie, la présence d'un régime à haute pression vésicale permanent dans le réservoir, et puis le port d'une sonde à demeure, qui pour nous, urologues, est une catastrophe, puisque cela peut entraîner des lithiases vésicales, une destruction de l'urètre, des fistules périnéales ou encore un cancer de la vessie. La deuxième raison pour laquelle il est important de prendre en charge des troubles vésico-sphinctériens dans la sclérose en plaques, c'est qu'il existe une altération de la qualité de vie des patients. Alors lorsqu'on regarde ce qui influence la qualité de vie des patients CEP, parmi différents symptômes, qui peuvent être la fatigue, la perte de mobilité, les problèmes visuels, les problèmes de spasticité, de digestif sexuel, d'élocution ou de déglutition, eh bien, chez plus de 2000 patients CEP interrogés, on peut voir que les problèmes urinaires, les problèmes de vessie, déjà sont très fréquents chez 87% des patients, mais que parmi eux, 70% des patients évaluent leurs troubles comme ayant un impact modéré ou élevé sur leur qualité de vie. Et de plus, lorsque l'on interroge ces patients-là, plus de 50% d'entre eux se disent insatisfaits de leurs conditions urologiques, mécontents, ou trouveraient la situation terrible si on les laissait telles quelles avec leurs problèmes urologiques. Donc, le message supplémentaire est que les troubles vésico-sphinctériens au cours de la CEP détériorent la qualité de vie des patients, mais ils sont une source de handicap. C'est pourquoi on décide de les traiter. Alors, si on regarde maintenant
les différents traitements, les principaux, on ne va pas tous les revoir, mais les principaux traitements des trous vésico-sphinctériens au cours de la sclérose en plaques, en regardant spécifiquement leur impact sur la qualité de vie, qu'est-ce que l'on trouve? Ici, vous les avez listés du moins invasif au plus invasif, donc les traitements conservateurs, médicaux, électriques, jusqu'aux traitements chirurgicaux. Alors, concernant les autosondages urinaires intermittents, ils ont été décrits pour la première fois chez une patiente ayant une sclérose en plaques il y a plus de 40 ans. C'est la base de notre prise en charge actuellement. Cela consiste en fait à éduquer le patient à vidanger de manière régulière sa vessie afin de retrouver un réservoir qui permet de stocker les urines et puis de vidanger la vessie à basse pression. Les autosondages propres intermittents chez les patients ayant une sclérose en plaques permettent de diminuer d'une part les complications uronéphrologiques, c'est l'essentiel, mais ils permettent également d'améliorer la qualité de vie des patients, en tout cas l'impact de ces troubles urinaires sur la qualité de vie. En ce qui concerne la qualité de vie globale, elle reste alors inchangée, mais la qualité de vie globale ne dépend pas seulement que de problèmes urologiques, il y a également les problèmes psychiques, sociaux à considérer chez cette population spécifique. Concernant les anticholinergiques, c'est une classe pharmacologique qui est largement utilisée, qui va agir en fait en modulant les afférences vésicales, donc qui vont diminuer la sensation de besoin, augmenter la capacité de vessie, diminuer les contractions vésicales. Leur utilisation dans la sclérose en plaques a montré qu'ils pouvaient diminuer les épisodes d'incontinence urinaire par urgenturie et améliorer les pressions dans le réservoir, qu'ils pouvaient améliorer la qualité de vie. Cependant, le problème des anticholinergiques, c'est qu'ils ont des effets secondaires notables, notamment en termes de sécheresse oculaire, de sécheresse buccale, de constipation, ce qui fait que la majorité des patients sclérose en plaques arrêtent le traitement après 6 mois, et donc on doit se porter sur autre chose. Alors, lorsqu'on parle maintenant des traitements électriques, certaines équipes utilisent la stimulation du nerf tibial postérieur pour le traitement des troubles urinaires. Et cela consiste en fait à coller une électrode au niveau de la cheville qui va stimuler le nerf tibial postérieur qui a les mêmes origines nerveuses que les nerfs de la vessie. Marianne de Sèze avait publié cette étude multicentrique prospective exclusivement chez les patients ayant une sclérose en plaques qui appliquait 20 minutes de stimulation quotidienne au niveau de la cheville pendant 1 mois et puis ensuite à 3 mois. Cette stimulation a montré une amélioration des symptômes urinaires à 1 mois et à 3 mois chez plus de 80% des patients. C'est bien toléré, ce n'est pas du tout invasif. Et puis de plus, elle a montré qu'il y avait un retentissement significatif sur la qualité de vie des patients, ce qui poussait les patients en tout cas à continuer le traitement à long terme. Alors, mais il y a très peu de données sur la stimulation du nerf tibial chez les patients CEP. Alors, un autre type de traitement électrique qui est à notre disposition actuelle, c'est la neuromodulation des racines sacrées. Cette fois, cela consiste à introduire une électrode à travers le trou sacré S3 et à stimuler donc ce nerf à partir de là. Cette électrode est reliée à un boîtier de stimulation qui fonctionne comme un pacemaker et on peut l'utiliser donc pour les troubles urinaires au cours de la sclérose en plaques. Il y a très peu de données sur la neuromodulation sacrée chez les patients ayant une CEP. Cette étude peut être l'une des seules et rétrospectives ayant inclus uniquement 25 patients avec un suivi à 49 mois, a montré que la neuromodulation des racines sacrées est effective sur le nombre de mictions par jour et le nombre d'épisodes d'incontinence urinaire, et avec une qualité de vie qui était améliorée. Cependant, voilà, c'est une étude qui est un peu isolée. Il y a seulement 25 patients qui ont été inclus. Alors un traitement qui est beaucoup plus répandu et que l'on utilise de manière courante et largement, ce sont les injections intradétrusoriennes de toxines botuliques. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ce traitement a actuellement l'autorisation de mise sur le marché pour traiter l'hyperactivité du détrusor d'origine neurologique chez les patients ayant une sclérose en plaques et chez les blessés médulaires, et également dans l'hyperactivité vésicale idiopathique. En ce qui concerne spécifiquement la population des scléroses en plaques, elle a été largement étudiée avec des essais randomisés contrôlés versus placebo. Alors, qu'est-ce que cela montre? Ici, dans ce tableau, vous avez tout poulé, c'est-à-dire que c'est un tableau qui va regarder les résultats à la fois des blessés médulaires et des scléroses en plaques. Et cela montre en fait que les injections de toxines botuliques permettent d'améliorer les symptômes urologiques en termes d'incontinence urinaire par urgenterie et en termes
d'augmentation de la capacité vésicale et en termes de diminution des pressions dans le réservoir, et une amélioration de la qualité de vie. Si on regarde spécifiquement, on extrait les données que pour la CEP, à partir de ces deux mêmes études, eh bien on constate que ce traitement a les mêmes effets que pour les blessés médulaires, en termes de symptômes urologiques et de problèmes urodynamiques. Cependant, on constate un risque augmenté de complications chez les patients CEP versus placebo, avec un risque plus important de rétention aiguë d'urine, un risque plus important de devoir passer aux autosondages urinaires intermittents, et puis un risque plus important d'infections urinaires. Cela donc présuppose que si l'on propose des injections de toxines botuliques aux patients ayant une sclérose en plaques, ils doivent nécessiter au préalable l'apprentissage des techniques d'autosondage. Alors lorsque les traitements médicaux électriques et par toxines ont échoué, ou lorsqu'ils ne sont pas possibles, on peut être amené à agrandir la vessie. Donc l'entérocystoplastie d'agrandissement, qui est maintenant réalisée à l'aide d'un segment détubulé d'ilion, le but est d'agrandir la capacité de la vessie, mais également d'obtenir des pressions intravésicales les plus basses possibles avec un réservoir qui est compliant. Quels sont les résultats au cours dans la population des scléroses en plaques? Il n'y a pas beaucoup d'études en réalité chez les patients ayant une CEP, peut-être parce qu'ils doivent se réaliser quand même des autosondages et que du fait de leurs difficultés motrices, cela est plus difficile à envisager. Mais cette étude, en tout cas, a l'avantage d'exister, incluant 9 patients ayant une sclérose en plaques, a montré avec un suivi court allant maximum jusqu'à 19 mois que d'une part, ça a amélioré les paramètres urodynamiques, que ça a amélioré les problèmes urologiques cliniques, mais également que ça a amélioré la qualité de vie des patients. Mais encore une fois, l'entérocystoplastie d'agrandissement ne sera proposée que si vous avez un patient qui est cortiqué, mais qui est capable de vidanger le réservoir à l'aide d'autosondages propres intermittents. Alors ces autosondages, d'habitude, ils sont réalisés par l'urètre natif. Mais lorsque cela n'est pas possible, parce que l'urètre a été complètement détruit par une sorte de sonde à demeure depuis longtemps, lorsque la capacité motrice, physique, neurologique ne permet pas d'atteindre l'urètre natif, on peut proposer un autre moyen d'atteindre le réservoir vésical, qui est la dérivation urinaire cutanée continente, c'est-à-dire que cela consiste du coup à confectionner un tube cathétérisable afin d'atteindre ce réservoir et de vidanger, tel que vous pouvez voir ici la photo. Donc là, on propose au patient du coup de vidanger sa vessie en se sondant lui-même et à travers l'ombilique. Et en fait, par cet ombilique est abouché habituellement l'appendice. On verra les artifices techniques tout à l'heure. Et quand l'appendice est absent, comme la plupart des cas, on peut utiliser un segment d'intestin grêle que l'on va redécouper afin de confectionner un tube cathétérisable. Alors, quels sont les résultats chez les patients ayant une CEP ? Il existe quelques cas sporadiques publiés avec une population hétérogène. En tout cas, on a retrouvé une étude bien spécifique qui mélangeait un petit peu les dérivations urinaires cutanées continentes, les bricaires, les entéroplasties. En tout cas, parmi les patients qui ont eu la dérivation continente, ils ont rapporté que tous les patients étaient continents, puisque c'était déjà l'objectif principal. Par contre, on ne sait pas encore quel est l'impact sur la qualité de vie. On aura sûrement des données dans les années à venir. Alors, lorsque les autosondages propres intermittents ne sont pas possibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible du coup de proposer l'agrandissement vésical et encore moins de proposer une dérivation urinaire non continente, on propose la dérivation urinaire non continente. Ou alors lorsqu'il existe une fistule périnéale due à le port de sonde urinaire à demeure et qu'il n'y a pas d'autre solution, en tout cas, on peut proposer donc le bricaire, tel que vous le connaissez. Alors quels sont les résultats du bricaire chez les patients CEP et quels sont les résultats en termes de qualité de vie? 2 études, une étude de Paris, donc du service, étude rétrospective, ayant inclus 53 patients qui réalisaient donc un bricaire par voie ouverte. Ce que l'on peut voir, c'est que de toute façon, les indications, on n'avait pas le choix. Choc septique, pyélonéphrite récidivante, fistule périnéale, il fallait trouver un moyen pour traiter ces patients. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est une chirurgie qui n'est pas dénuée de morbidité dans cette population neurologique spécifique, puisqu'il peut exister donc des hémorragies, pneumopathies, des abcès.
qu'on peut avoir des problèmes post-opératoires chirurgicaux, donc des problèmes de sténose de l'anastomose urétéro-iliale, dont il faut avoir conscience et qui peuvent imposer une reprise chirurgicale. Donc il y a une certaine morbidité, on n'a pas le choix, mais il y a également, dans cette étude en tout cas, elle a rapporté une amélioration de la qualité de vie des patients, permettant d'assuéchir le patient. Alors une autre étude, cette fois toulousaine, l'équipe de M. Richman, donc cette fois, une étude prospective ayant inclus 48 patients neurologiques, dont 38 scléroses en plaques. Cette fois, ces patients ont eu une cystectomie imbricaire par voie célioscopique, donc ce n'est pas une voie ouverte. Et bien, cette étude a montré qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie en termes d'impact des troubles urinaires sur la qualité de vie des patients, même s'il n'y avait pas d'impact sur la qualité de vie générale. Donc c'est une solution qui est envisagée, qui est à considérer, tout en gardant en tête qu'il existe une certaine morbidité. Enfin, quand plus rien n'est possible, on essaye d'éviter un maximum la sonde urinaire à demeure au niveau de l'urètre. Eh bien, on peut proposer une cystostomie chirurgicale qui consiste en fait à mettre en place un cathéter suspubien avec une grosse sonde vésicale qui va être changée de manière régulière. Le plus, c'est que c'est une alternative à la sonde urétrale à demeure, donc ça va diminuer les complications dues à la sonde à demeure. Les moins, c'est que ça ne prévient pas des complications telles que la survenue d'infections urinaires, des calculs et des cancers de la vessie. En tout cas, on ne sait pas si la cystostomie chirurgicale améliore la qualité de vie des patients ayant une sclérose en plaques. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les troubles vésico-sphinctériens au cours de la SEP, ils sont très fréquents. Ils ont une répercussion uronéphrologique. Ils ont un retentissement sur la qualité de vie. La qualité de vie est un critère, améliorer le confort mictionnel des patients est un critère de prise en charge. C'est d'ailleurs un critère de jugement secondaire dans beaucoup d'études à présent. Et donc cela nécessite une évaluation et une prise en charge en milieu urologique et multidisciplinaire. Merci. Merci. Les commentaires de Xavier Gamet. Merci beaucoup Véronique pour cet exposé très intéressant et très clair. Et donc vous avez compris et retenu l'importance des troubles vésico-sphinctériens dans la sclérose en plaques et surtout leurs conséquences en termes de qualité de vie. Et je crois que c'est vraiment un point qu'il faut souligner parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde l'ensemble des troubles pelvipérinéologiques de la sclérose en plaques, eh bien ils arrivent en première position dans l'altération de la qualité de vie lorsqu'on associe les troubles digestifs, les troubles sexuels et les troubles urinaires. Et l'autre élément qui est très très important, c'est de voir l'impact des thérapies. On se rend compte que tous les traitements qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui ont été montrés ici, tous ces traitements améliorent la qualité de vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il faut savoir dépister, rechercher les troubles vésico-sphinctériens chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours systématiquement fait. Et là, il en a un rôle très important auprès de nos confrères neurologues pour qu'ils insistent, pour qu'ils interrogent leurs patients concernant ces troubles vésico-sphinctériens et qu'ils nous adressent ces patients pour qu'on les prenne en charge. L'autre élément, et là je mettrai un petit bémol sur ce qui a été dit, concernant les injections de toxines botuliques. L'injection de toxines botuliques, Véronique nous a dit qu'il y avait deux risques. Le premier était le risque de rétention avec la nécessité de l'autosondage. En fait, lorsqu'on regarde l'AMM, en particulier l'AMM en France, on doit proposer des injections de toxines botuliques chez des patients qui réalisent déjà l'autosondage. Donc à partir de là, c'est plus un problème. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a des études qui ont montré que chez ces patients qui ne réalisaient pas l'autosondage auparavant, le fait de réaliser l'autosondage n'altérait pas l'amélioration de la qualité de vie qu'ils obtenaient avec la toxine botulique. Parce qu'en fait, l'altération principale, c'était surtout les problèmes d'incontinence qui disparaissaient après l'injection de toxines. L'autre élément, c'est concernant les infections. Et en fait, lorsqu'on regarde les études, il n'y a pas de définition claire de l'infection urinaire et que c'est plutôt un problème de colonisation bactérienne secondaire, principalement à l'autosondage, et pas à l'injection de toxines botuliques. Et en fait, quand on regarde les infections urinaires symptomatiques, on a une amélioration, une diminution du nombre d'infections urinaires symptomatiques chez les patients traités par toxines botuliques. Alors, en conclusion, je dirais deux choses. La première, dépistons les troubles vésico-sphinctériens dans la sclérose en plaques, voire dépistons les troubles vésico-sphinctériens de manière générale dans les troubles fonctionnels du bas appareil urinaire. Et puis je me permettrai un commentaire un peu polémique aujourd'hui ici, c'est que vous savez tous qu'il y a eu un plan national pour les maladies neurodégénératives qui a été présenté par la ministre de la Santé au mois de novembre dernier. Concernant ce plan, il y a 3 objectifs. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie de ces patients. Et malheureusement, à aucun moment dans ce plan, qui fait 140 pages, il n'est évoqué la vessie et les troubles vésico-sphinctériens. Je vous remercie. Merci Xavier. La salle a la parole.
François Richard. Non, je veux féliciter Véronique et Xavier et insister sur ce que vient de dire Xavier à propos des problèmes vis-à-vis de nos collègues médecins. Étant un des plus vieux maintenant, quand j'ai démarré les briquaires chez les cirrhoses en plaques, j'ai dû me battre vis-à-vis des neurologues qui voulaient pas qu'on fasse des interventions lourdes avec des risques chirurgicaux qui sont pas négligeables chez des malades qui avaient des sondes Almer. Et ils considéraient que les sondes Almer, c'était très bien. Et que, encore actuellement, ce qu'a dit Xavier est tout à fait vrai, dans plein de centres neurologiques, ces malades-là sont complètement abandonnés sur le plan de la chirurgie fonctionnelle. Or, en urologie, mais pas uniquement en urologie, Francis, qui est à côté de moi, le sait très bien pour le digestif, il y a toute une partie de la chirurgie fonctionnelle qui est encore en friche dans un certain nombre de services de médecine. Oui, je voulais vous féliciter pour la très belle communication que vous avez proposée et vous féliciter aussi d'ailleurs pour la série de briquaires sans aucune fistule digestive. Parce que c'est pas si fréquent finalement, malheureusement. Ma question est, on va pas faire de parallèle avec les localisations digestives de la CEP, mais nous n'avons pas, nous, du tout une bonne expérience de la stimulation des racines sacrées dans la CEP, ni d'ailleurs de la stimulation tibiale postérieure, et nous n'avons pas retenu, sur le plan digestif, cette indication de toxine botulique dans cette indication-là. Et donc, ma question est, quand vous avez à prendre en charge un de ces patients-là, est-ce que vous avez quand même un arbre décisionnel, une espèce d'organigramme thérapeutique à proposer dans tout ce que vous nous avez montré comme possibilité thérapeutique et chirurgicale ? Alors de manière classique, on va bien sûr du moins invasif au plus invasif. La règle de base, c'est de voir si le patient peut réaliser des autosondages, parce que le but c'est quand même d'avoir un réservoir de bonne capacité, à faible pression, afin de diminuer les complications sur le haut appareil urinaire. Donc en premier lieu, on regarde si les patients peuvent s'autosonder. Parfois, il est quand même obligatoire de contrôler les contractions non inhibées de la vessie avec un blocage pharmacologique qui est en première intention les antimuscaréniques, les anticholinergiques antimuscaréniques. Lorsque cela n'est pas possible, on associe du coup les autosondages. Là, je parle de l'hyperactivité du détrusor, parce qu'après, lorsque les autosondages sont possibles, mais que le blocage pharmacologique ne marche pas, on peut soit utiliser plusieurs drogues, une combinaison de plusieurs drogues, sinon passer à l'étape d'après qui est celle des injections de toxines botuliques. À mettre en parallèle, il y a les traitements électriques, mais on n'est pas très fan dans la sclérose en plaques parce qu'il y a moins de données que pour la toxine botulique, donc c'est à mettre en parallèle. Et puis ensuite viennent les traitements chirurgicaux. Quand les capacités motrices, neurologiques le permettent et que les autosondages peuvent être réalisés, on préfère bien entendu leur proposer la dérivation urinaire cutanée continente parce que ça leur permet de préserver le schéma corporel et la continence. Maintenant, il y a le briquaire. Le briquaire, quand les autosondages ne sont pas possibles, on ne peut pas laisser un patient avec une entéroplastie d'agrandissement avec un tube cathétérisable avec lequel dont il ne peut pas se servir. Donc, lorsque les autosondages ne sont pas possibles, lorsqu'il y a des indications d'assèchement périnéal qui sont impératifs, des fistules périnéales dues à des escarres ou alors une porte de sonde urinaire à demeure, il devient urgent de dériver les urines et on propose alors la dérivation urinaire non continente. Quand il y a des complications sur le haut appareil urinaire, il est urgent également de dériver les urines par n'importe quel moyen et par la chirurgie. C'est pour ça que c'est difficile, si je peux me permettre, de parler d'algorithme. Tout dépend de l'état dans lequel on va récupérer le patient en service d'urologie. De son état physiologique, son état neurologique. Il y a des stades d'évolution de la sclérose en plaques qui sont très variables d'un patient à l'autre. Et puis de l'état dans lequel l'appareil urinaire et au moment où il va être récupéré. Et comme vous aviez dit, parfois certains patients sont vus trop tardivement. Il y a déjà une mise en question du haut appareil, et c'est là l'urgence, finalement, c'est la préservation de l'état du haut appareil et de la fonction rénale. Mais bien entendu, il y a des états locaux qui sont très variables d'un patient à l'autre. Un autre facteur qui à garder en mémoire, c'est l'évolutivité de la maladie neurologique. Est-ce que le patient qui a une sclérose en plaques, qui donc en 2015 peut réaliser des autosondages? Est-ce qu'avec l'évolution de la maladie, est-ce que dans 5 ans, il sera encore capable de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de lui faire un tube cathétérisable
si dans 5 ans, il ne pourra plus l'utiliser parce qu'il aura un handicap neurologique majeur. Ceci rentre également en considération. C'est pour ça que la prise en charge, la décision de prise en charge, elle ne repose pas que sur les chirurgiens finalement, elle repose sur le neurologue, le médecin rééducateur, les aides de vie, les sociales, et puis bien sûr les chirurgiens. Merci. Il y a une question de M. Bokonjibo là-bas. Oui, il faut sûrement éduquer nos collègues neurologues, mais il faut aussi nous éduquer nous-mêmes et nous souvenir que l'apparition de troubles mictionnels peut être une porte d'entrée, un mode d'entrée dans la maladie neurologique, et que, en particulier chez une femme jeune, l'apparition brutale de troubles vésico-sphinctériens doit faire penser à une affection neurologique et éventuellement à la sclérose en plaques.